3 immenses dalles rocheuses transportées sur des kilomètres il y a plus de 5000 ans pour former l'une des innombrables sépultures de pierre proto-historiques qui scandent la campagne aveyronnaise. Le dolmen de Limouse est l'endroit idéal pour vous inviter à découvrir de façon inédite la haute vallée de l'Aveyron. De Séverac-le-Château à Rodez, nous allons en effet tendre l'oreille pour écouter pierres, statues menhirs, châteaux, cathédrales, les laisser nous raconter l'histoire du peuplement de cette région et essayer de comprendre ce rapport si particulier que les hommes ont avec ce matériau. Cap sur l'Aveyron, les racines de pierre. Pour comprendre l'importance de la vallée de l'Aveyron comme couloir de peuplement, il faut dans tous les sens du terme remonter aux sources. C'est à Séverac-le-Château, tout proche du lieu où la rivière Aveyron commence son voyage, que débute notre enquête. Idéalement situé à la croisée des chemins, ce point haut s'est vite révélé un emplacement stratégique sur la route allant de l'Auvergne au Languedoc, autrement dit du nord au sud. Visiter Séverac aujourd'hui, c'est découvrir une belle cité médiévale au pied d'un château posé sur le promontoire. La vieille ville a conservé tout son charme avec ses ruelles étroites, ses belles bâtisses, comme la maison de Jeanne, l'une des plus anciennes de tout le département. Séverac est remarquable pour ses témoignages du Moyen-Âge et de la Renaissance, mais elle est aussi pour ce qui ne se voit pas, ce qui se cache dessous. Philippe Gruat, archéologue, spécialiste de proto-histoire, a dirigé de nombreuses fouilles ici et dans les alentours. Pour éclairer d'un jour nouveau l'histoire de l'occupation humaine de ce territoire, il nous emmène dans le musée archéologique de la ville, modeste par la taille, mais important par la qualité de ses collections. Voici une épée donc, du début de l'âge du fer, d'une des premières, des plus anciennes tombes de la zone de Séverac, pour l'âge du fer en tout cas, qui date du 7e, 8e siècle avant notre ère, qui est réservée à l'époque aux élites guerrières d'Écosse. On retrouve dans les tombes les plus riches des épées et parfois, exceptionnellement, avec l'épée en fer qui symbolise l'aristocratie guerrière, on a le récipient en métal et de la céramique qui accompagne le défunt dans l'au-delà. Ça, c'est une épée que tu as trouvée, toi? Voilà, c'est une de mes fouilles en 92, juste avant le contournement routier de Séverac-le-Château. On a fouillé ce tumulus. Une des découvertes majeures réalisées en 1979 par Pierre-Marie Blanquet, c'est le tumulus de Villeplaine, où une riche sépulture du bronze final, daté donc du 9e siècle avant Jésus-Christ, 9e, 8e siècle, avec un magnifique vase disposé et déposé entre ses jambes. C'est un vase couvercle en fait, et l'intérieur du vase a un magnifique décor. On a 7 petits personnages qui se tiennent par la main, on a 7 panneaux lisses, 7 panneaux décorés avec des motifs qui reviennent et qui montrent visiblement qu'on a affaire à un message, un codage. C'est ce qu'on appelle des pictogrammes. C'est un objet, là encore, exceptionnel. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, des comme ça. Tout à fait, c'est un des plus complets, exceptionnels. Le tumulus, heureusement, qui a été fouillé à l'époque, allait être détruit par des labours. Il avait été labouré plusieurs fois. Et sans l'intervention de ces bénévoles qui ont fait cette fouille, on aurait perdu, le patrimoine de l'humanité aurait perdu une pièce tout à fait exceptionnelle parce que... Il n'y a plus d'un musée dans le monde qui aimerait bien l'avoir. Oui, oui, je pense. En grimpant vers ce château dont les origines remontent au Xe siècle, qui a été transformé à la Renaissance, en fait, on va aux sources de ce site.
Tout à fait. Les parties visibles aujourd'hui sont très récentes à l'histoire de l'échelle de l'histoire. Par contre, les niveaux anciens ont été révélés par des fouilles archéologiques menées dans les années 70 par les pentes ouest. Et on sait, grâce à ces fouilles, que le site est un verrou, un oppidum en quelque sorte, qui contrôle deux axes commerciaux importants. D'une part, l'axe nord-sud qui relie la Méditerranée au Massif central. D'autre part, la vallée de l'Aveyron qui s'étend vers l'est. Cette période d'occupation, c'est quelle datation? En gros, entre le 9e, c'est-à-dire la fin de l'âge du bronze, et le 5e siècle, le début du second âge du fer. Donc là, on sait qu'à cette époque-là, le site est un site majeur, probablement la pré-capitale du Rouergue. Avec Philippe, nous partons maintenant à la recherche d'autres traces des premières occupations humaines sédentaires dans cette vallée de l'Aveyron. Juste à côté de Séverac, nous voici au milieu d'une importante concentration de mégalithes, des monuments de pierre érigés entre 3000 et 2500 ans avant Jésus-Christ, les dolmens de Buzin. Il faut imaginer que la table que l'on voit aujourd'hui, qui est le couvercle de la chambre funéraire en quelque sorte, était au départ ensevelie dans une structure maçonnée. C'est la bosse qu'on voit autour du monument, qu'on appelle le tumulus. Et tumulus qui est en fait une maçonnerie en pierre sèche qui protégeait le monument. C'est trompeur parce que nous, on voit les dolmens. En fait, c'est ce squelette qu'on voit, ces trois énormes dalles. Ici, la table fait 11 tonnes et demie à peu près. Hein. Que je comprenne bien, Philippe. Donc là, en fait, c'est la chambre funéraire. C'est là où on fait rentrer les corps. Et alors, on en met beaucoup dedans. Ce sont des sépultures collectives, mais le sens collectif est aussi le sens successif. C'est-à-dire qu'on fait des inhumations successives. Et souvent, il y a un système de fermeture du monument devant, qui est un système amovible. Soit une pierre plus légère que les autres montants du mégalithe, soit parfois une structure en bois qui permettait d'y accéder successivement. Ces maisons des morts ont la particularité d'être en pierre pour durer, alors que les maisons des vivants, elles, sont en matériaux périssables, en bois, en torchis. Et ces dolmens sont quasiment tous orientés est-ouest. Le lever du soleil, la vie, le coucher du soleil, la mort. Tu nous disais, il y a une trentaine à peu près de dolmens sur ce circuit. Sur l'ensemble du département de l'Aveyron, il y en a combien? Il y a au moins 800 dolmens, probablement un millier à l'origine. C'est le département de l'Aveyron et le département où il y a le plus de dolmens. C'est-à-dire plus qu'en Bretagne? Plus qu'en Bretagne. Alors en Bretagne, ils sont plus gros, ils sont moins nombreux. Ces dolmens ont été érigés à la fin d'une période cruciale dans l'histoire de l'humanité. Celle où les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire se sont sédentarisés en inventant l'agriculture, l'élevage, les premiers villages. Bref, la société moderne avec ses avantages et ses inconvénients. Ces dolmens apparaissent à un moment donné où la propriété privée se développe. Et dans ces dolmens, on retrouve un certain nombre d'ossements humains qui montrent qu'il y a des conflits. On trouve des pointes de flèches plantées dans les ossements humains. Donc propriété privée, ça veut dire qu'on défend son bien et donc on tape sur le voisin, quoi. Et voilà, il y a déjà des guerres. La guerre existe à ce moment-là. On a également à cette époque-là l'apparition de la pratique de la trépanation qui dérive de chocs reçus probablement à l'occasion de conflits. Donc opération sur le crâne. Voilà, on opère entre 3500 et 2200 avant Jésus-Christ, on opère fréquemment pour soigner justement un traumatisme. Donc c'est pas une société de sauvages, c'est déjà une civilisation élaborée. L'importance du nombre de dolmens, est-ce que ça nous donne des enseignements sur aussi l'importance de l'occupation du territoire à cette époque? On sait pertinemment qu'à cette époque-là, le peuplement est très important. Cette vallée de l'Aveyron n'a pas encore livré tous ses secrets liés à cette période. Philippe nous emmène maintenant sur un site qui, selon lui, mériterait une étude approfondie, des fouilles. Le Roc-d'Ugne, sans doute un centre de grande importance. Faut avoir ton œil d'archéologue pour comprendre ce lieu. Explique-le-nous. On est ici sur des fortifications, on voit que c'est pas du tout naturel. Toutes les buttes que l'on voit devant nous sont des levées de terre artificielles qui ont été creusées et aménagées quelque part autour du 6e, 5e siècle avant notre ère pour faire un système monumental de fortification destiné à marquer le territoire
Il y a un côté ostentatoire, les levées de terre font encore aujourd'hui 8-10 mètres de haut, ce qui est tout à fait exceptionnel. À la base, ça fait combien? À la base, ça fait 20 à 30 mètres de large. Le rempart lui-même artificiel fait autour de 70-75 mètres de long. Donc c'est quand même imposant. Derrière ces remparts de terre, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir sur le plateau? On a les maisons qui sont appuyées contre le rempart derrière, qui sont protégées comme ça du vent aussi dominant. Et puis c'est des lieux de rassemblement aussi ponctuels. L'oppidum à l'âge du fer, c'est le château fort médiéval au Moyen-Âge. Grâce à l'identification de ces places fortes, on sait aujourd'hui qu'au fil des siècles, les centres de pouvoir du Rouergue se sont déplacés le long de l'axe de la vallée de l'Aveyron. D'abord Séverac, puis le Roquedugne, Montmerle près de Lessac, et enfin, encore plus à l'ouest, vers le soleil couchant, un site aménagé au IIe siècle avant Jésus-Christ par un peuple gaulois, les Rutènes. Une cité baptisée Segodonum, autrement dit Rodez. Rodez est donc une capitale gauloise qui a réussi. Comme en témoigne son centre-ville, c'est au Moyen-Âge qu'elle assoit définitivement son statut de cité dominante sur le Rouergue. Elle doit encore aujourd'hui son rayonnement à ses richesses architecturales et culturelles. Nous voici arrivés au musée Fenaille, un splendide hôtel particulier offert au début du XXe siècle par un industriel mécène à la Société des Lettres, des Sciences et des Arts de l'Aveyron. Il abrite les collections historiques et archéologiques accumulées par ses érudits, notamment de magnifiques et mystérieuses sculptures qui sont contemporaines des pyramides égyptiennes. Les statues menhirs sont les plus anciennes représentations de l'homme en grand en Europe. On est face à des sculptures préhistoriques qui représentent des hommes ou des femmes. On est face à un phénomène qui est assez exceptionnel dans nos régions, puisque entre le département de l'Aveyron, le Tarn et l'Hérault, on a une concentration de près de 155 monuments qui ont été identifiés. Donc c'est une concentration qui est unique à l'échelle européenne. Et le musée Fenaille a toute sa place, puisque les premiers monuments découverts ont été conservés ici, et on a la plus importante collection de statues menhirs en Europe. C'est l'abbé Hermé, l'un des membres de cette société savante, qui au XIXe siècle va être le premier à étudier ces étranges sculptures alors sans équivalent. Considéré comme leur inventeur, cet ecclésiaste scientifique va même leur donner leur nom, statues menhirs. On arrive devant la Dame de Saint-Cernin, qui est vraiment la star du musée. C'est un peu la Joconde de la préhistoire. On se retrouve en face d'une sculpture féminine. Donc on a ici le visage qui est figuré. On retrouve cette fois-ci les yeux, le nez. De chaque côté, les bandes qu'on a, alors ce ne sont pas les moustaches de la Dame de Saint-Cernin, mais peut-être des scarifications, voilà, des tatouages, peut-être des peintures corporelles. Ensuite, on a plusieurs rangées de colliers, un montage un petit peu complexe. On a les seins qui sont figurés, mais très simplement, comme deux boutons un petit peu. Et puis ensuite, un autre lien avec un pendentif qui est suspendu. On retrouve les bras qui ont cette position un petit peu particulière, repliés sur le ventre. On a des figurations sur tous les côtés. Une chevelure ici traitée de façon très particulière. On a là ici une petite raie, comme si les cheveux étaient tirés sur le côté, avec une double natte qui descend dans le dos. C'est une figuration de la femme qui bouleverse finalement toutes les représentations qu'on a connues avant à la préhistoire. Pendant très longtemps, l'image de la femme à la préhistoire est dominée par des figurations très sexuées. Il faut l'imaginer qu'on la croise normalement dans la campagne, quoi. Elle érige, elle sort comme ça. Oui. Alors après, il faut toujours garder à l'esprit que ce qu'on représente ne correspond peut-être pas automatiquement à la réalité. Est-ce que les figures féminines qui sont reproduites sur les couvertures de nos magazines correspondent aux femmes qui nous entourent au quotidien? Quand on découvre ces statues, on peut penser que ce sont des statues funéraires qui rendent hommage à des morts. C'est une hypothèse, mais est-ce que c'est la seule? Alors, les statues menhirs, il faut se dire que ça reste quand même un des grands mystères de l'archéologie. Un des grands mystères de l'archéologie française. Il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas d'inhumation à proximité des statues menhirs. Donc ce ne sont pas des pierres tombales à proprement parler. Et ces statues menhirs, quand on les positionne, elles sont plutôt le long de voies de cheminement. Ce sont des monuments alors, qui sont de toute taille. La plus petite fait à peu près une soixantaine de centimètres. La plus grande identifiée, c'est la pierre plantée, elle fait 4,10 m de haut. Elle pèse plusieurs tonnes.
Derrière, il y a vraisemblablement aussi une autorité qui est là pour inciter aussi ces populations-là à ériger ces blocs, à les déplacer sur plusieurs kilomètres. Voilà. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire de Rhodes, il faut là encore s'en remettre aux belles pierres, celles qui ont servi à l'édification des monuments. Le plus beau d'entre eux, c'est bien évidemment la cathédrale Notre-Dame qui domine la ville, permet de la situer depuis des dizaines et des dizaines de kilomètres. Au Moyen-Âge, Rodez était divisée en deux quartiers, d'un côté les comtes, de l'autre les évêques. Cette rivalité s'est vite traduite dans l'urbanisme. Pour démontrer leur puissance, leur rayonnement, les évêques décident, à la fin du XIIIe siècle, la construction d'une imposante cathédrale. Les travaux vont durer plus de 300 ans. L'édifice, construit en grès rose, est aussi majestueux que fragile. Il fait d'ailleurs actuellement l'objet d'un important programme de restauration. Dominique Vermorel, à la tête d'une entreprise de 50 salariés hautement qualifiés, est en charge de ce travail où il est question de savoir-faire et de temps. Tu vois, donc là, on vient de finir cette tranche de restauration. Là, on a un pinacle qui est un pinacle d'origine. Et puis après, on a sa copie qu'on a fait à côté, qui va nous servir de modèle pour la suite. Celui-ci peut tenir encore 50 ou 100 ans, et celui-ci prendra le relais après. Quand il sera fané, celui-ci, dans 200 ou 300 ans, entre guillemets, on pourra le reproduire pour refaire son modèle. Je veux dire, notre restauration de cathédrale, c'est ça, c'est un livre qui continue, quoi. Il vous arrive de penser au chantier que ça devait être au Moyen-Âge quand on a bâti cette cathédrale? Oui, j'y pense souvent quand on travaille sur l'édifice, en s'imaginant cette forêt de bois, ce monde, tous ces loges, ces tailleurs de pierre, les carrières qui étaient à jamais plus d'une journée de char à bœuf, qui étaient autour de l'édifice, qui amenaient les matériaux, etc. Ça devait être fabuleux, mais ça grouillait de monde. Les gens se donnaient pour cette œuvre. C'est sur cette cathédrale de Rodez, il y a plus de 30 ans, que Dominique a attrapé le virus du travail de la pierre. La fièvre, du début, ne l'a jamais quitté. Mettre ses pas dans les siens, c'est l'assurance de découvrir des détails invisibles à première vue, des lieux improbables. Quel endroit incroyable, on est où là? Alors on est sur les planètes là. Les planètes, c'est un Ouais, drôle de nom. bah oui, ça s'appelle les planètes, parce que je pense qu'on est un petit peu dans un univers un peu différent, tu vois, on est un petit peu entre ciel et terre là. C'est assez émouvant d'être ici, là, l'impression de découvrir un peu les coulisses d'une bâtisse que tout le monde voit. Bah, coulisses, c'est un gros vaisseau qui est posé dans un centre de ville et ça bouge, ça grouille un peu autour et puis ça c'est un petit peu immuable, on sent une force qui est posée là et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle aussi les planètes parce qu'on est dans un univers propre à la cathédrale. Moi j'ai toujours été très émerveillé, impressionné par les gargouilles. Leur mission, c'est quoi? C'est d'évacuer l'eau. Bah, oui, elles gargouillent, hein, c'est l'eau qui passe à travers leur corps. Tout est fonctionnel dans une cathédrale. Quand on voit une moulure, quand on voit quelque chose, c'est pour évacuer l'eau. Les gargouilles, elles doivent évacuer l'eau, donc projeter l'eau au plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 mètre, 1,50 mètre au-delà de l'édifice, en sachant qu'il n'y a qu'un tiers à l'extérieur et les 2 tiers sont à l'intérieur. Tailler une pierre, sculpter une pierre, c'est une démarche particulière. On enlève pour créer. Oui, où on recherche à l'intérieur ce qu'il y a aussi. Mais c'est vrai que quelque part, c'est un combat avec le matériau, parce qu'il faut enlever tout ce qu'il y a autour pour trouver ce qu'il y a. Mais on le trouve avec des tracés, avec des dessins. Tu es capable, en regardant une pierre, de savoir, je ne vais pas dire qui l'a taillée, mais peut-être au moins la région où elle a été taillée. Quand tu dis qui l'a taillé ici, on sait si c'est un droitier, si c'est un gaucher, Ah ouais? comment il a attaqué sa pierre. Là, toutes les pierres que je regarde autour de moi, je sais comment il a entrepris la pierre.
Il existe aujourd'hui des machines qui sont capables, avec des lasers, un dessin 3D, de découper, tailler la pierre. Tu en penses quoi, toi, ça? C'est-à-dire on enlève la main de l'homme et le savoir et l'esprit que doit avoir l'homme. C'est-à-dire ces pierres de cathédrale ou ces pierres de bâtiment, elles étaient faites avec cette imperfection. Et la force, c'est cette imperfection. Si demain, on a ces machines qui nous enlèvent ce métier-là, on ne fera plus des pierres de cathédrale avec ce même esprit. Ces pierres, elles sont chargées de quelque chose, elles sont chargées de la main de l'homme. On a ce passé, on le vit au présent et c'est pour le laisser pour le futur. De long en large, de bas en haut. Dominique connaît les moindres recoins de cette cathédrale, les endroits les plus insolites. C'est assez magique de découvrir l'intérieur de la cathédrale par ce qu'on appelle le triforium. C'est quoi? C'est une galerie haute? Oui, c'est une galerie qui circule tout autour. Alors c'est vrai que c'est un endroit un petit peu mystérieux parce qu'on voit sans être vu et puis on est là un peu entre les deux. On est entre les planètes et entre le clocher. Et que serait la cathédrale sans son fameux clocher? Suite à un important incendie au XVIe siècle, les évêques décidèrent en effet de reconstruire une nouvelle élévation encore plus haute, encore plus ostentatoire. Avec ses 87 mètres, le clocher de Notre-Dame de Rodez détient le titre de plus haut clocher plat de France. Voilà, ça c'est le bourdon qui pèse 5 tonnes 2. Tu peux te dire un peu cette masse, une masse compliquée à envoler aussi. Quand tu entends le bourdon qui sonne en pleine volée, c'est quelque chose de magique. Donc, je vais te faire voir un petit peu comme elle batte à la volée. Oh là, mais t'as pas peur, toi, tu montes là-haut carrément. Ben, tu vois, ces balanciers là, ils n'étaient pas là par hasard. C'était pour lancer la cloche, pour qu'elle puisse battre à pleine volée. Il faut s'imaginer, les quasimodos de l'époque, c'était plutôt les clochards, parce qu'à l'époque, les clochards, comme le nom l'indique, ils gagnaient leur pain pour venir actionner les cloches. Ah ouais. Ils étaient là pour faire fonctionner, donc ils se tenaient, tu vois, avec ces anses-là. Ils étaient sur ces balanciers. Le bourdon, comme ça, ils l'actionnaient simplement avec un système de balancier, comme ça, de balançoire de chaque côté. Et puis les gens descendaient, finir à la corde, en partie basse, pour pouvoir donner à pleine volée le son des cloches vers le bas. Et les abassons que tu as en périphérie, là, qui étaient pour abattre le son vers la cité. Il y avait toute une vie qui grouillait, qui vivait dans une cathédrale. Une cathédrale, elle est vivante, elle est pleine de gens, quoi. Je vais vraiment de surprise en surprise. Cet escalier si délicat au sommet du clocher, qui est caché, on ne le voit pas d'en bas. Cet escalier qui s'envole, et c'est un escalier ajouré, qui est d'une finesse et qui monte jusqu'à la dernière planète. Et voilà. L'ascension est terminée, on ne peut pas aller plus haut là. Hein. Non, tu vois, on est là à 87 mètres de haut, on est sur le dernier toit terrasse de la cathédrale, où là c'est marqué, tu vois, tout autour, 3 fois, consummatum est, consummatum est, consummatum est. C'est fini, 1526. C'est accompli, on n'ira pas plus haut. Tu as travaillé toi sur de nombreuses cathédrales. Quelle place elle occupe, celle de Rodez, dans ton cœur, dans ton Celle-ci, travail? quand je suis arrivé, effectivement, je devais avoir 25-26 ans. C'est une connivence, c'est quelque chose que j'ai appris à connaître. Bon, il y a des interruptions, il y a des arrêts, mais c'est vrai que c'est une émotion particulière. Elle a ce côté un petit peu gothique flamboyant, mais en même temps, il est à l'image du Rouergue. Il a cette force qu'on a dans la région. On a quelque chose qui est fort, qui est quand même sculpté, mais qui est sensible. C'est ces pierres qui nous envoient ce message. Les pierres, tu sais, avant de devenir pierres d'architecture, pierres de construction, eh ben, elles ont été faites dans la terre. Elles sont faites par le feu. Et une pierre, eh ben, elle retransmet quelque chose, et c'est une pierre d'éternité.
Cathédrale, château, oppidum, dolmen, tous les sites que nous avons découverts aujourd'hui disent l'importance de cette vallée de l'Aveyron. En devenant un axe de circulation pour les hommes, les matières premières, elle a aussi permis la diffusion des idées, des inventions. Et ce n'est pas pour rien que l'on compare souvent l'histoire de l'humanité à l'édification d'un monument. Pour que certains éléments puissent briller, il faut de solides fondations. Chaque pierre, aussi modeste soit-elle, chaque homme a son rôle, son importance.